1er, introduction. La matière des essais suivants peut être dite appartenir au domaine de la sociologie de la connaissance. La sociologie de la connaissance ne se limite pas à l'étude de la connaissance proprement dite. Critique à l'égard de son propre fondement. Elle étudie impartialement aussi bien tout ce qui tente de se faire passer pour une connaissance que la connaissance véritable. C'est pourquoi l'on doit s'attendre à ce qu'elle porte également quelque attention à la recherche de la connaissance véritable du tout, ou à la philosophie. La sociologie de la philosophie apparaît ainsi comme une subdivision légitime de la sociologie de la connaissance. On peut considérer les essais suivants comme des tentatives de fournir des matériaux utiles à une future sociologie de la philosophie. On ne peut s'empêcher de s'interroger sur le fait qu'il n'existe pas aujourd'hui de sociologie de la philosophie. Il ne serait guère convenable de suggérer que les fondateurs de la sociologie de la connaissance ne connaissaient pas la philosophie ou qu'ils ne croyaient pas à sa possibilité. Ce que l'on peut affirmer en toute sécurité, c'est que le philosophe leur est apparu en fin de compte, ou dès le départ, comme faisant partie d'une foule bigarrée qu'ils nommaient les intellectuels ou les sages. La sociologie de la connaissance apparut dans une société qui considérait l'harmonie essentielle de la pensée et de la société, ou du progrès intellectuel et du progrès social, comme une évidence. Elle s'est plus intéressée à la relation entre les différents types de pensée et les différents types de société qu'à la relation fondamentale de la pensée en tant que telle à la société en tant que telle. Elle n'a pas vu dans cette relation fondamentale un problème pratique important. Elle a eu tendance à considérer les différentes philosophies comme les expressions de sociétés, de classes sociales ou d'esprits ethniques différents. Elle n'a pas envisagé l'éventualité que tous les philosophes puissent constituer à eux seuls une classe, ou que ce qui unit tous les véritables philosophes soit plus important que ce qui unit un philosophe particulier à un groupe particulier de non-philosophes. On peut faire directement remonter ce manquement à l'insuffisance de l'information historique sur laquelle l'édifice de la sociologie de la connaissance fut érigé. La connaissance de première main, dont les premiers sociologues de la connaissance pouvaient disposer, se limitait dans la plupart des cas à ce qu'ils connaissaient de la pensée occidentale du XIXe siècle et du début du XXe. Pour comprendre la nécessité d'une sociologie de la philosophie, il faut se tourner vers d'autres temps, sinon vers d'autres climats. Il se trouve que l'auteur de ces lignes a rencontré des phénomènes dont la compréhension exigeait une sociologie de la philosophie pendant qu'il étudiait la philosophie juive et islamique du Moyen-Âge. Il existe un contraste frappant entre le niveau de la compréhension actuelle de la scolastique chrétienne et celui de la compréhension actuelle de la philosophie juive et islamique du Moyen-Âge. Ce contraste vient en dernière analyse du fait que les meilleurs analystes de la scolastique chrétienne croient à la pertinence philosophique immédiate de leur sujet, tandis que les meilleurs analystes de la philosophie islamique et juive du Moyen-Âge tendent à ne conférer au leur qu'un intérêt historique. La renaissance de la scolastique chrétienne a donné naissance à un certain intérêt philosophique pour la philosophie islamique et juive du Moyen-Âge. Averroès et Maïmonide sont apparus comme les équivalents islamiques et juifs de Thomas d'Aquin. Mais du point de vue de la scolastique chrétienne, et en fait de tout point de vue qui accepte le principe même de la foi, la philosophie islamique et la philosophie juive du Moyen-Âge ont toutes les chances de paraître inférieures à la scolastique chrétienne et d'être considérées au mieux comme un ensemble d'erreurs ouvrant la voie à l'approche caractéristique de cette dernière. Or, si l'on veut comprendre de manière adéquate la philosophie islamique et la philosophie juive du Moyen-Âge, il faut s'y rapporter avec un intérêt philosophique et non pas simplement avec la curiosité d'un amateur d'antiquité, et cela implique corrélativement que l'on cesse de les considérer comme des équivalents de la scolastique chrétienne. Pour reconnaître la différence fondamentale entre d'un côté la scolastique chrétienne et de l'autre la philosophie islamique et la philosophie juive du Moyen-Âge, il est bon de commencer par la différence la plus évidente, celle qui touche aux sources littéraires. Cette différence est particulièrement frappante en ce qui concerne la philosophie pratique ou politique. La place occupée par la politique d'Aristote, par Cicéron et par le droit romain dans la scolastique chrétienne est occupée dans la philosophie islamique et dans la philosophie juive par la République et les lois de Platon. Tandis que la République et les lois de Platon ne furent retrouvées par l'Occident qu'au XVe siècle, elles avaient été traduites en arabe au IXe siècle. Deux des plus fameux philosophes de l'islam en écrirent des commentaires, Farabi sur les lois, Averroès sur la République. La différence en question impliquait une différence non seulement en ce qui concernait le contenu de la philosophie politique, mais surtout en ce qui concernait l'importance de la philosophie politique pour la philosophie dans son ensemble. Farabi
que Maïmonide, le plus grand penseur juif du Moyen-Âge, regardé comme le plus grand philosophe de l'islam, et en fait comme la plus grande autorité philosophique après Aristote, fut à ce point inspiré par la République de Platon qu'il présenta la philosophie proprement dite tout entière dans un cadre politique. L'ouvrage de Farabi, tout spécialement recommandé par Maïmonide, se compose de deux parties, la première portant sur Dieu et l'univers et la seconde sur la cité. L'auteur l'a intitulé « Les gouvernements politiques ». Un ouvrage analogue du même auteur porte le titre suivant « Les principes des opinions du peuple de la cité vertueuse ». Il est cité dans les manuscrits que j'ai eus sous les yeux comme un livre politique. Il est significatif que Farabi ait été nettement moins connu de la scolastique chrétienne que ne le furent Avicenne et Averroès. Les Farabi, les Avicenne, les Averroès, deux noms émergent en chrétienté, Avicenne et plus tard Averroès. Pour comprendre ces différences qui sautent aux yeux, il faut prendre en considération la différence essentielle entre d'un côté le judaïsme et l'islam et de l'autre le christianisme. La révélation, telle que l'entendaient juifs et musulmans, a plus le caractère d'une loi, Torah, Charia, que celui d'une foi. En conséquence, ce qui apparaissait tout d'abord aux philosophes musulmans et juifs dans leur réflexion sur la révélation n'était pas un credo ou un ensemble de dogmes, mais un ordre social, un ordre, il est vrai, englobant tout réglementant non seulement les actions, mais aussi les pensées et les opinions. Des philosophes fidèles à leur loi pouvaient donc interpréter la révélation ainsi entendue comme la loi parfaite, comme l'ordre politique parfait. En tant que philosophes, les phalasifa, il s'agit de la transcription arabe du mot grec désignant les philosophes. Les phalasifa, comme on les appelait, tentèrent de parvenir à une compréhension parfaite du phénomène de la révélation. Cependant, la révélation n'est intelligible à l'homme que dans la mesure où elle s'opère par l'intermédiaire de causes secondes, ou dans la mesure où il s'agit d'un phénomène naturel. L'intermédiaire par lequel Dieu se révèle à l'homme est un prophète, en d'autres termes, un être humain. Les phalasifa tentèrent par conséquent de comprendre le processus de la révélation comme lié essentiellement ou comme identique à une perfection particulière innée de l'homme, et en fait comme la suprême perfection de l'homme. En tant que philosophes fidèles à leur loi, les phalasifa furent contraints de justifier leur pratique de la philosophie devant le tribunal de la loi divine. À cause de l'importance qu'ils attachaient à la philosophie, ils furent donc conduits à interpréter la révélation comme l'ordre politique parfait, parfait précisément en ce qu'il impose à tous les hommes suffisamment pourvus le devoir de consacrer leur vie à la philosophie. Pour cela, il leur fallait supposer que le fondateur de l'ordre parfait, le législateur prophétique, n'était pas simplement un politique de tout premier ordre, mais en même temps un philosophe de tout premier ordre. Il leur fallait concevoir le législateur prophétique comme un philosophe roi, ou comme la perfection suprême du philosophe roi. Les philosophes rois et les communautés gouvernées par des philosophes rois étaient cependant non pas le thème de la politique aristotélicienne, mais le thème de la politique platonicienne. Et les lois divines qui prescrivent non seulement les actions mais aussi les opinions sur les choses divines étaient tout particulièrement le thème des lois de Platon. Il n'est donc pas surprenant que, selon Avicenne, la discipline philosophique qui traite de la prophétie soit la philosophie politique ou la science politique, et que le livre type sur la prophétie soit les lois de Platon. Car la fonction spécifique du prophète, comme le dit Averroès, ou du plus grand de tous les prophètes, comme le suggère Maïmonide, est d'établir le type le plus élevé de législation. À l'époque considérée, les lois de Platon étaient connues comme les lois nomoi rationnelles de Platon. Les phalasifa acceptaient donc la notion selon laquelle les lois rationnelles existent. Cependant, ils rejetaient la notion de commandement rationnel. Une école de ce que l'on peut appeler la théologie islamique, le kalam, avait utilisé cette dernière notion et certains penseurs juifs l'avaient adoptée. Elle correspondait à la notion chrétienne de loi naturelle, que l'on peut identifier à la loi de la raison et à la loi morale. En rejetant la notion de commandement rationnel, les phalasifa voulaient dire que les principes de la morale ne sont pas rationnels, mais probables ou généralement acceptés. Les lois, nomoi, rationnelles, qu'ils admettaient se distinguer des commandements rationnels ou de la loi naturelle en ce qu'elle n'avait pas un caractère d'obligation. L'enseignement des stoïciens sur la loi naturelle, que le monde occidental reçut principalement par l'intermédiaire de Cicéron et de quelques juristes romains, n'eut pas d'influence sur la philosophie pratique ou politique des phalasifa. L'intransigeance philosophique des phalasifa n'est pas suffisamment reconnue dans les interprétations reçues de leur enseignement. Cela vient en partie de la réserve des phalasifa eux-mêmes. C'est dans les écrits d'hommes comme Yehuda Halevi et Maïmonide que l'on peut trouver les meilleures indications sur leurs intentions.
On pouvait penser que le fait qu'il s'opposait au falasifa diminuait la valeur du témoignage de ces grands hommes. Pourtant, certains écrits de Farabi au moins confirment l'interprétation que suggèrent Halévi et Maïmonide. Dans l'état présent de nos connaissances, il est impossible de dire jusqu'à quel point les successeurs de Farabi ont partagé ses opinions en ce qui concerne ce point crucial. Mais il ne peut y avoir de doute que ces opinions agirent comme un levain aussi longtemps que la philosophie exerça une influence sur la pensée islamique et juive. Farabi exprima le plus clairement sa pensée dans son petit traité sur la philosophie de Platon. Son Platon constitue la deuxième et la plus brève partie d'une trilogie qui s'intitulait apparemment Sur les intentions de Platon et d'Aristote et que cite Averroès sous le titre Les deux philosophies. Ce dernier titre est également utilisé par un contemporain d'Averroès, Joseph Ibn Aknin. La troisième partie, qui n'a pas encore trouvé d'éditeur, porte sur la philosophie d'Aristote. Dans la première partie de l'obtention du bonheur, Farabi examine des choses humaines requises pour obtenir le bonheur complet des nations et des cités. La condition principale se révèle être la philosophie, ou plutôt le règne des philosophes, car la signification de philosophe du premier guide, du roi, du législateur et d'imam est une seule et même signification. L'origine platonicienne de la thèse principale saute aux yeux, elle est en outre soulignée par l'auteur. Il conclut la première partie par la remarque selon laquelle la philosophie, telle qu'elle l'a entièrement décrite, remonte à Platon et Aristote, qui tous deux nous ont donné la philosophie ainsi que les chemins qui nous mènent à la manière de la retrouver après qu'elle a été édulcorée ou anéantie, et que, comme le montrera la présentation des philosophies de Platon et d'Aristote dans les deux parties suivantes, l'intention de Platon et celle d'Aristote est une seule et même intention. Dans Sur les intentions de Platon et d'Aristote, de Farabi, deux points sont extrêmement frappants. D'abord, l'ouvrage doit son origine au souci de restaurer la philosophie, après qu'elle a été édulcorée ou anéantie, et ensuite, il traite plus de l'intention commune à Platon et Aristote que de l'accord ou du désaccord entre les résultats de leur investigation. Ce que Farabi considérait comme l'intention des deux philosophes, et qu'il considérait donc comme l'intention purement et simplement bonne, ressort avec toute la clarté raisonnablement souhaitable de son résumé de la philosophie de Platon, et d'aucune autre source que ce résumé. Cette intention a toutes les chances de s'avérer être l'intention latente de tous les falasifa. Le Platon de Farabi se révèle ainsi comme la clé par excellence de la falasifa elle-même. Selon Farabi, Platon commença son enquête par la question de l'essence, de la perfection de l'homme ou de son bonheur. Et il se rendit compte que le bonheur de l'homme consiste en une certaine science et à un certain mode de vie. La science en question se révèle être la science de tout ce qui est, et l'art qui fournit cette science se révèle être la philosophie. Quant au mode de vie en question, l'art qui le fournit se révèle être l'art royal ou politique. Cependant, le philosophe et le roi se révèlent être identiques. Conformément à cela, la philosophie est à elle seule non seulement nécessaire, mais suffisante pour obtenir le bonheur. La philosophie n'a pas besoin d'être complétée par d'autres choses ou par quelque chose que l'on supposerait d'un rang plus élevé que la philosophie pour apporter le bonheur. L'intention de Platon ou d'Aristote, telle que le concevait Farabi, est suffisamment mise en lumière dans cet éloge apparemment conventionnel de la philosophie. L'éloge de la philosophie vise à éliminer toutes les prétentions à constituer une connaissance valable que l'on pourrait élever au nom de la religion en général et de la religion révélée en particulier, car la philosophie à laquelle Farabi adresse cet éloge sans réserve est la philosophie de ces païens que sont Platon et Aristote. Dans son énumération des sciences, il présente les sciences islamiques, fiqh et kalam, comme des corollaires de la science politique. Par ce fait même, les disciplines en question cessent d'être propres à l'islam. Elles deviennent les arts d'interpréter et de défendre n'importe quelle loi divine ou n'importe quelle religion positive. Quelle que soit l'éventuelle obscurité de l'énumération, toute l'ambiguïté disparaît dans le Platon. Par la bouche de Platon, Farabi déclare que la spéculation religieuse et l'investigation religieuse sur les êtres et l'art syllogistique religieux ne fournissent pas la science des êtres, en quoi consiste la plus haute perfection de l'homme, alors que la philosophie, elle fournit cette science. Il va même jusqu'à situer la connaissance religieuse au plus bas degré de l'échelle des disciplines cognitives, plus bas encore que la grammaire et la poésie. L'intention du Platon dans son ensemble rend manifeste que ce verdict n'est pas modifié si l'on substitue la connaissance religieuse en vigueur au temps de Farabi à la connaissance religieuse en vigueur au temps de Platon.
Au début du traité de l'obtention du bonheur, par lequel il préface ses résumés des philosophies de Platon et d'Aristote, Farabi fait usage de la distinction entre le bonheur de ce monde, en cette vie, et le bonheur ultime dans l'autre vie, sans la remettre aucunement en cause. Dans le Platon, la deuxième et par conséquent la moins exposée des parties d'une trilogie, la distinction des deux genres de bonheur est complètement abandonnée. Le fait que dans le Platon, dans son ensemble, qui comprend des résumés du Gorgias, du Phèdre, du Phédon et de la République, il n'est fait aucune mention de l'immortalité de l'âme, mais qui met en lumière la signification de ce silence. Le Platon de Farabi rejette silencieusement la doctrine de Platon sur l'existence d'une vie après la mort. Si Farabi a pu aller si loin dans le Platon, ce n'est pas simplement parce que ce traité est la partie la moins exposée et la plus brève d'un ouvrage plus important, mais aussi parce qu'il y développe explicitement les opinions d'un autre. Comme on l'a indiqué, il traite différemment les deux genres de bonheur dans De l'obtention du bonheur et dans le Platon, et il traite quelque peu différemment la connaissance religieuse dans l'énumération des sciences et dans le Platon. Procédant de manière semblable, il exprime des opinions plus ou moins orthodoxes sur la vie après la mort dans la communauté religieuse vertueuse et dans les gouvernements politiques, c'est-à-dire dans des ouvrages dans lesquels il parle en son nom propre. Plus précisément, il exprime dans la communauté religieuse vertueuse des opinions purement et simplement orthodoxes, et dans les gouvernements politiques, il exprime des opinions qui, bien qu'hérétiques, pouvaient néanmoins être encore considérées comme tolérables. Mais dans son commentaire de l'éthique à Nicomaque, il déclare qu'il n'y a de bonheur qu'en cette vie et que toute affirmation divergente n'est fondée que sur des délires et des contes de vieilles femmes. Dans le livre traitant de l'éthique à Nicomaque, on voit que Farabi nie l'existence d'une continuité avec les intelligences abstraites, et il dit que telle est l'opinion d'Alexandre, et qu'il ne faut pas penser que la fin de l'homme soit autre que la perfection spéculative. Farabi profite donc de l'impunité spécifique du commentateur ou de l'historien pour dire sa pensée à propos des questions importantes plutôt dans ses ouvrages historiques que dans ceux dans lesquels il parle en son nom propre. Cependant, Farabi n'aurait-il pu, en tant que commentateur, exposer sans un murmure de critique des opinions qu'il rejetait personnellement? N'aurait-il pu être attiré en tant qu'historien de la philosophie par ce qu'il abhorrait en tant que croyant? Son esprit ne pourrait-il être celui que l'on attribue aux avéroïstes latins? Il suffit presque d'exprimer un tel soupçon pour comprendre qu'il n'est pas fondé. Les avéroïstes latins ont donné une interprétation très littérale d'enseignements extrêmement hérétiques, mais Farabi fit exactement l'inverse. Il a donné une interprétation extrêmement non littérale d'un enseignement relativement tolérable. Farabi, précisément en tant que simple commentateur de Platon, se devait d'inclure la doctrine de la vie après la mort. Le fait qu'il se soit écarté de manière flagrante de la lettre de l'enseignement de Platon, ou qu'il ait refusé de succomber au charme de Platon, prouve assez qu'il rejetait la croyance en un bonheur différent de celui de cette vie, ou la croyance en une autre vie. Son silence sur l'immortalité de l'âme, dans un traité censé présenter la philosophie de Platon depuis le commencement jusqu'à la fin, met au-dessus de tout doute raisonnable l'inférence selon laquelle il faut considérer comme des adaptations aux opinions reçues les passages affirmant l'immortalité de l'âme que l'on trouve dans certains de ses autres récits. Le Platon de Farabi identifie le philosophe et le roi. Il reste silencieux, cependant, sur la relation précise entre le philosophe et le roi d'un côté et le législateur de l'autre. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'identifie pas explicitement le législateur et le philosophe roi, quelle qu'en soit la signification. La signification en est indiquée par le fait que dans les 3 derniers paragraphes de Platon, du Platon philosophe roi, homme parfait et chercheur d'un côté, puis législateur et homme vertueux de l'autre sont traités comme des synonymes. Farabi suggère dans le Platon que la philosophie n'est pas purement et simplement identique à l'art royal. La philosophie est l'art théorique le plus élevé et l'art royal est l'art pratique le plus élevé. Et la différence fondamentale entre la théorie et la pratique demeure un thème majeur tout au long de Platon, du Platon. Dans la mesure où il soutient que la philosophie et l'art royal sont l'un et l'autre nécessaires pour obtenir le bonheur, il s'accorde en un sens avec l'opinion orthodoxe selon laquelle la philosophie est insuffisante pour conduire l'homme au bonheur. Cependant, le complément à la philosophie qui selon lui est nécessaire pour parvenir au bonheur n'est pas la religion ou la révélation, mais la politique platonicienne, il est vrai. Il substitue la politique à la religion. On pourrait dire qu'il pose ainsi les fondements de l'alliance séculaire entre philosophes et princes favorables à la philosophie, qu'il inaugure la tradition dont les plus fameux représentants en Occident sont Marsile de Padoue et Machiavel.
Il parle du besoin de la cité vertueuse qu'il appelle une autre cité. Il vise à remplacer l'autre monde et l'autre vie par l'autre cité. L'autre cité est à mi-chemin entre ce monde et l'autre, dans la mesure où elle est sans doute une cité terrestre, mais où elle existe non pas en fait, mais dans le discours. En fait, il n'est pas du tout certain que l'intention de Platon ou d'Aristote, telle que l'entendait Falabi, exigeait le devenir effectif du meilleur ordre politique ou de la cité vertueuse. Falabi fait pressentir le problème au moyen de la distinction entre les investigations de Socrate et les investigations de Platon, ainsi qu'entre la manière de Socrate et la manière suivie ensuite par Platon. La science et l'art de Socrate, qu'il faut chercher dans les lois, ne constituent qu'une partie de la science et l'art de Platon, l'autre partie étant la science et l'art du Timée. Il faut chercher dans le Timée. La manière de Socrate se caractérise par l'accent mis sur la recherche scientifique des vertus et de la justice, tandis que l'art de Platon vise à fournir la science de l'essence de tout être, et donc en particulier la science des choses divines et naturelles. La différence entre la manière de Socrate et la manière de Platon rappelle la différence entre l'attitude des deux hommes envers les cités existantes. Le statut politique ou social de la philosophie constituait la difficulté cruciale. Dans les nations et les cités de l'époque de Platon, il n'y avait pas de liberté d'enseignement et de recherche. Socrate était par conséquent placé devant l'alternative suivante: ou bien la sécurité et la vie, et donc la conformité aux fausses opinions et au mode de vie erroné de ses concitoyens, ou bien la non-conformité et la mort. Socrate a choisi la non-conformité et la mort. Platon trouva une solution au problème posé par le destin de Socrate en fondant dans le discours la cité vertueuse. C'est seulement dans cette autre cité que l'homme peut atteindre sa perfection. Cependant, selon Falabi, Platon a répété son récit de la manière de Socrate et il a répété la référence au vulgaire des cités et des nations qui existaient en son temps. Cette répétition revient à une modification considérable de la première affirmation ou à une rectification de la manière socratique. La manière platonicienne distincte de la manière de Socrate est une combinaison de la manière de Socrate et de la manière de Thrasymachie, car la manière intransigeante de Socrate n'est appropriée que dans le rapport du philosophe avec l'élite, tandis que la manière de Thrasymachie, à la fois plus ou moins astreignante, convient pour ses rapports avec le vulgaire. Ce que Falabi suggère, c'est qu'en combinant la manière de Socrate avec celle de Thrasymachie, Platon a évité le conflit avec le vulgaire et ainsi le sort de Socrate. Par conséquent, la quête révolutionnaire de l'autre cité a cessé d'être nécessaire. Platon la remplaça par une manière d'agir plus conservatrice, à savoir le remplacement graduel des opinions reçues par la vérité ou par une approximation de la vérité. Le remplacement des opinions reçues ne pourrait pas être graduel s'il ne s'accompagnait d'une acceptation provisoire des opinions reçues. Comme Farabi le déclare ailleurs, la conformité avec les opinions de la communauté religieuse dans laquelle il a été élevé est une qualité indispensable aux futurs philosophes. Le remplacement des opinions reçues ne pourrait pas être graduel s'il ne s'accompagnait pas de la suggestion d'opinions qui, tout en se rapprochant de la vérité, ne contredisent pas de manière trop flagrante les opinions reçues. Nous pouvons dire que le Platon de Farabi remplace en fin de compte le philosophe roi qui gouverne ouvertement dans la cité vertueuse par la royauté secrète du philosophe, lequel étant un homme parfait précisément parce qu'il est un homme qui cherche, vit de manière privée comme un membre d'une société imparfaite qu'il tente d'humaniser dans les limites du possible. Les remarques de Farabi sur la politique de Platon définissent le caractère général de l'activité des phalasiphas. À la lumière de ces considérations, il semble bien téméraire d'identifier l'enseignement des phalasiphas avec ce qu'ils ont enseigné le plus souvent ou le plus manifestement. La tentative de déterminer leur enseignement véritable est rendue encore plus difficile du fait que les adversaires des phalasiphas semblent avoir estimé nécessaire d'aider les phalasiphas à cacher leur enseignement, parce qu'ils craignaient le mal que sa publication pourrait faire à ceux de leurs corélégionnaires dont la foi manquait de vigueur. Ce que Farabi indique sur la manière de procéder des vrais philosophes, de nombreuses remarques sur la distinction philosophique entre les enseignements exotériques et ésotériques qui se trouvent dans les écrits de ses successeurs le confirment. Le Platon de Farabi nous renseigne sur la raison la plus évidente et la plus brutale pour laquelle cette distinction aujourd'hui considérée comme d'un autre âge ou oubliée était nécessaire. La philosophie et les philosophes étaient en grand danger. La société ne reconnaissait ni la philosophie ni le droit à philosopher. Il n'y avait aucune harmonie entre la philosophie et la société. Les philosophes étaient très loin d'être des expressions de la société ou de partis. Ils défendaient les intérêts de la philosophie et de rien d'autre.
Ce faisant, il croyait sans aucun doute défendre les intérêts les plus élevés de l'humanité. L'enseignement exotérique était nécessaire afin de protéger la philosophie. Il constituait la cuirasse dont la philosophie devait se revêtir pour paraître en public. Il était nécessaire pour des raisons politiques. Il était la forme sous laquelle la philosophie devint visible pour la communauté politique. C'était l'aspect politique de la philosophie. L'enseignement exotérique était la philosophie politique. À partir de là, nous comprendrons peut-être pourquoi Farabi a une fois présenter la philosophie tout entière dans un cadre politique, ou pourquoi ses écrits les plus généraux sont des livres politiques. Il n'est pas impossible que le titre « Les deux philosophies » sur lequel circulait son traité sur les intentions de Platon et d'Aristote ait fait allusion à la différence entre les deux philosophies ou les deux doctrines, l'extérieur et l'intérieur. Cette éventualité ne peut être négligée dans toute évaluation sérieuse du platonisme, ou plutôt du néoplatonisme des phalasifa, et en particulier de l'utilisation qu'ils firent quelquefois de la théologie d'Aristote néoplatonicienne. Qu'il suffise de remarquer ici que le Platon de Falabi ne manifeste aucune trace d'influence néoplatonicienne. Dans la plupart des réflexions courantes sur le rapport entre la philosophie et la société, on tient en quelque sorte pour acquis que la philosophie a toujours eu un statut politico-social. Selon Falabi, à l'époque de Platon, la philosophie n'était pas admise dans les cités et les nations. Par toute sa manière de procéder, il montre que dans les cités et les nations de son propre temps, c'est-à-dire après que la philosophie a été édulcorée ou anéantie, il y avait encore moins de liberté de philosopher. Le fait que la philosophie et les philosophes ne soient venus à désigner dans le monde islamique une pratique suspecte et un groupe d'hommes suspects, pour ne pas dire purement et simplement une incroyance et des incroyants, montre assez combien le statut de la philosophie était précaire. La légitimité de la philosophie n'était pas reconnue. Nous touchons ici à ce qui, du point de vue de la sociologie de la connaissance, est la différence la plus importante entre le christianisme d'un côté et l'islam et le judaïsme de l'autre. Pour le chrétien, la doctrine sacrée est la théologie révélée. Pour le juif et le musulman, la doctrine sacrée est au moins en un premier temps l'interprétation juridique de la loi divine, Talmud ou fiqh. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la doctrine sacrée, en ce dernier sens, a beaucoup moins de choses en commun avec la philosophie que la doctrine sacrée au premier sens. C'est en dernière analyse pour cette raison que le statut de la philosophie fut fondamentalement beaucoup plus précaire dans le judaïsme et dans l'islam que dans le christianisme. Dans le christianisme, la philosophie devient partie intégrante de la formation officiellement reconnue et même requise pour qui veut étudier la doctrine sacrée. Cette différence explique partiellement la disparition finale de l'investigation philosophique dans le monde islamique et dans le monde juif, disparition qui n'a pas son équivalent dans le monde chrétien occidental. À cause de la position acquise dans l'islam par la science du kalam, le statut de la philosophie en islam fut intermédiaire entre son statut dans le christianisme et dans le judaïsme. Si l'on se tourne par conséquent vers le statut de la philosophie dans le judaïsme, alors que personne ne peut être versé dans la doctrine sacrée chrétienne sans avoir suivi une formation philosophique considérable, il est évident que l'on peut être un talmudiste parfaitement compétent sans avoir suivi la moindre formation philosophique. Des juifs de la compétence philosophique de Halévi et de Maïmonide considéraient comme une évidence qu'être juif et être philosophe sont deux choses mutuellement exclusives. Au premier regard, le guide des égarés de Maïmonide est l'équivalent juif de la Summa Theologica de Thomas d'Aquin. Mais le guide n'a jamais acquis dans le judaïsme la moindre parcelle de l'autorité dont a joué la Summa dans le christianisme. Ce n'est pas le guide de Maïmonide, mais son Mishneh Torah, c'est-à-dire sa codification de la loi juive que l'on pourrait considérer comme l'équivalent juif de la Summa. Rien n'est plus révélateur à cet égard que la différence entre les points de départ du guide et de la Summa. Le premier article de la Summa traite de la question de